Après l'énorme main event de WrestleMania 3 opposant André le Géant à Hulk Hogan, les deux hommes ont continué leur rivalité pendant de nombreux mois, menant jusqu'à février 1988 où dans l'un des événements de catch les plus visionnés au monde, André le Géant a battu l'homme au règne de plus de 1400 jours dans un moment controversé mais tout de même inoubliable. Malheureusement, si cette victoire aurait pu mener à un règne de champion pour André le Géant, celui-ci a préféré offrir le titre à son manager Ted DiBiase Sr., forçant la WWF à lui retirer le titre puisqu'il ne l'avait pas gagné de manière légitime, et menant à l'organisation d'un tournoi pour couronner un tout nouveau champion et véritablement lancer une nouvelle ère à la WWF. C'est donc dans ce contexte qu'arrivé à WrestleMania 4, la WWF a décidé d'organiser tous les matchs de ce tournoi dans la même soirée, des huitièmes de finale jusqu'à la finale, proposant un show plutôt controversé, décevant par rapport à celui de l'année précédente mais tout de même historique, et il est donc l'heure de revenir ensemble sur le 4e WrestleMania de l'histoire. On est donc reparti en 1988, cette fois-ci à Atlantic City, New Jersey, devant une foule bien moins grande mais tout de même impressionnante puisque c'est près de 20 000 fans qui sont réunis pour vivre ce show et ce tournoi. Mais si évidemment l'attraction principale est le grand tournoi pour couronner un tout nouveau champion de la WWF, WrestleMania 4 propose également d'autres matchs afin de permettre à un maximum de catcheurs d'être sur la carte, et si on se rappelle de la Battle Royale lors de WrestleMania 2 qui nous avait paru être l'ancêtre de la Andre the Giant Battle Royale, on va voir que cette année le concept fait son grand retour. Cette fois-ci, on la retrouve bien plus sous la forme de la Battle Royale qu'on connaît aujourd'hui, puisque les catcheurs luttent pour un trophée, et d'ailleurs on remarque que ce match sert surtout à occuper les équipes qui ce soir n'auront malheureusement pas trop l'occasion de briller, puisque le show est principalement centré autour du tournoi. Bon, on va passer rapidement sur cette Battle Royale, parce qu'en réalité le show est bien plus long que ses prédécesseurs, il dure 1 heure de plus avec un total de 16 matchs, et si on note quand même dans la Battle Royale la présence de noms qui font plaisir comme la Hart Foundation, les Rougeaux ou encore Sika, le père de Roman Reigns, ce n'est pas un de ces noms qui va remporter le match. Bon, déjà Sika le pauvre, il va être éliminé parmi les premiers, et si Bret Hart lui va réussir à atteindre la finale aux côtés de Bad News Brown après une courte association entre les deux, celui-ci le trahit et l'envoie par-dessus la 3e corde pour remporter la Battle Royale de WrestleMania 4. Cette trahison causera évidemment la colère de Bret Hart qui était heel à l'époque, faut pas l'oublier, on était loin du Hitman adoré des foules, et celui-ci décidera pour se venger de briser le trophée de Bad News Brown, ce qui lancera un peu plus tard une rivalité entre les deux. Bref, on a ouvert avec un match un petit peu détente, sans réel enjeu pour débuter la soirée, il est l'heure de s'attaquer au vif du sujet avec le premier 8e de finale dans le tournoi pour le titre WWF, et qui de mieux pour commencer que le vainqueur du tout premier Royal Rumble de l'histoire qui a eu lieu seulement 2 mois plus tôt, Jim Duggan. Alors oui, à l'époque, le vainqueur du Royal Rumble, il gagnait absolument rien, ça valait le coup d'ailleurs de s'emmerder à survivre contre 29 autres gars, mais bon, Jim Duggan, il a quand même l'occasion de se rattraper ce soir en avançant dans le tournoi, à condition qu'il arrive à battre son adversaire du soir, Ted DiBiase. Vous vous en doutez, celui-ci arrive avec son associé et homme de main André le Géant, qui participe aussi au tournoi de ce soir, mais également avec Virgil, et si les commentateurs ont raison de signaler que le mec qui va arriver jusqu'en finale du tournoi va devoir aller puiser dans ses limites puisqu'il fera un total de 4 matchs, on va voir que ça sera pas tout à fait le cas, et en plus Ted DiBiase s'économise puisqu'en seulement 5 minutes après avoir globalement dominé le match, il profite de l'aide de André qui attrape la jambe de Duggan et lui envoie une droite sous les yeux de l'arbitre qui ne dit absolument rien, ce qui permet à DiBiase de placer sa descente du point pour la victoire. Le $1 million Man avance donc au round suivant et il espère bien remporter le titre qui lui avait été offert par André, mais il est encore loin du compte et il est l'heure de savoir qui sera son adversaire en quart de finale. Et oui, à WrestleMania 4, on perd pas de temps, avec tous les matchs qu'il y a, la WWF avait intérêt à enchaîner et on passe donc au match entre Dino Bravo et Don Muraco. Ce dernier est accompagné par superstar Billy Graham qui nous a quitté malheureusement récemment et qui était l'un des plus grands noms du catch, alors que Dino Bravo lui est accompagné par un certain Jean Gagné, plus connu sous le nom de Frenchy Martin. Ça nous permet de mentionner une fois de plus à quel point le Québec et la francophonie étaient représentés à l'époque, mais également d'appuyer sur l'importance des managers dont la présence est aujourd'hui de plus en plus rare mais qui était ultra commune, voire systématique à l'époque. Bon, c'est un petit peu dommage parce que si le match démarre fort et assez rapidement, Muraco va rapidement ralentir le rythme en travaillant la jambe de son adversaire avant de se faire projeter et oh bordel, mais comment le mec s'en sort vivant? Alors je vous jure qu'à l'époque c'était assez commun comme ça de se faire balancer salement à l'extérieur, on a d'ailleurs vu DiBiase le faire dans le premier match, mais là le gars se retrouve littéralement pendu à la corde et je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Mais étonnamment, ce moment un peu particulier va permettre en fait de relancer le match puisque Bravo reprend le dessus et tente son pile driver, puis les deux hommes se télescopent au centre du ring avec une double corde à linge, et c'est à ce moment-là du match que j'ai réalisé que depuis le début, Don Muraco se fait appeler The Rock. Oui, avant Dwayne Johnson, il y avait un autre Rock qui s'appelait Don Muraco, mais bon, c'est assez normal qu'on s'en souvienne moins, parce que cette gimmick n'a pas duré très longtemps, et Muraco va d'ailleurs quitter la WWF quelques mois après WrestleMania 4. Mais bon, malgré tout ça, c'est bien The Rock qui remporte le match, du coup, bien qu'on aurait pu penser le contraire, puisque Dino Bravo utilise l'arbitre comme bouclier, puis parvient à arriver les épaules de son adversaire, mais il est disqualifié pour avoir triché avec l'arbitre, et c'est donc Muraco qui avance en quart de finale. Oui, alors pour le coup, c'est vraiment bizarre comme match, et
c'est d'ailleurs un petit peu dommage parce qu'au vu de ce qui se passe au début, on aurait pu avoir un match plutôt sympa, mais au lieu de ça, le match prend un faux rythme et en plus on a un finish un petit peu bizarre avec cette disqualification. Bref, WrestleMania 4 ne commence pas de la meilleure des manières. Et malheureusement, le show ne va pas revenir dans la bonne direction avec le match suivant. Parce que oui, sur le papier, ce 8ème de finale a de la gueule. On a Greg Valentine contre Ricky Steamboat qui est encore en pleine ascension après avoir remporté le titre intercontinental l'année précédente et qui a clairement sa place dans le tournoi. Non mais regardez ça, en plus le mec fait son entrée avec son enfant. Je veux dire, il y a aucun monde dans lequel il perd le match, c'est impossible. Hein, c'est impossible. Dites-moi que c'est impossible. Et oui, vous le savez maintenant, la clim n'a pas attendu 2023 pour être installée à la WWF parce que dès WrestleMania 4, même si les deux hommes ont un match pas mauvais en soi et que Steamboat brille encore avec ses aptitudes dans le ring, c'est bien Valentine qui parvient à retourner un crossbody de son adversaire alors qu'il est largement dominé et après 9 minutes d'un match qui pour le résultat aurait pu en durer 2, Greg Valentine bat Ricky Steamboat pour passer en quart de finale. Je ne vois vraiment pas comment la WWF à l'époque a pu prendre cette décision. D'autant qu'on va le voir, et d'ailleurs on va le voir tout de suite parce que la déception ne s'arrête pas là, une victoire de Steamboat aurait fait tellement plus de sens et aurait rendu le show juste incroyable. Parce que oui, le vainqueur du match entre Steamboat et Valentine va en quart de finale pour affronter le vainqueur du match entre Randy Savage et Butch Reed. Et si Butch Reed l'an dernier il battait Koko B. Ware dans un match dont je suis sûr vous ne vous rappelez absolument pas alors que la vidéo est sortie il y a un mois, vous vous doutez bien que c'est pas lui qui va passer en quart de finale. Donc bien sûr c'est Randy Savage qui depuis quelque temps est associé à Hulk Hogan et qui est en train d'exploser comme jamais à la WWF qui remporte le match grâce à sa descente du coude pour avancer dans le tournoi. Bon, est-ce que maintenant vous comprenez vraiment pourquoi ça n'a aucun sens que Ricky Steamboat perde le match contre Greg Valentine? Alors je sais, hein, peut-être que la WWF voulait punir Steamboat d'avoir demandé à perdre le titre intercontinental pour s'occuper de sa famille avec la naissance de son fils, hein. Parce que vous imaginez, quelle honte quand même d'avoir une famille. Pourquoi faire d'ailleurs avoir une famille? Ça sert à quoi? Non, en réalité, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver une explication sur la défaite de Steamboat parce qu'on passe à côté d'un rematch de l'année passée qui était sans aucun doute le meilleur match de WrestleMania 3. Et puis bon, Steamboat visiblement, je pense qu'il l'a ressenti comme nous, hein, parce que quelques temps après WrestleMania 4, il quitte la WWF et reviendra l'année suivante à la WCW pour un run plus intéressant. Bref, je vous passe les promos d'entre-match qui servent à essayer d'intéresser le public, hein, mais personnellement, moi, après la défaite de Steamboat, ils avaient déjà commencé à me perdre. Oui, et puis bon, c'est pas avec la suite qu'ils allaient me récupérer, hein, puisqu'il est l'heure du match entre le One Man Gang et Bam Bam Bigelow. Bon, en l'occurrence, j'aime beaucoup Bam Bam Bigelow, et d'ailleurs, celui-ci est à ses débuts à la WWF à l'époque, et il est en pleine ascension, mais vous allez voir que celle-ci sera stoppée doublement, puisqu'il perd en moins de 3 minutes par décompte à l'extérieur, et qu'il quittera la WWF quelques mois plus tard pour lui aussi rejoindre la WCW. En fait, là, on arrive vraiment dans le centre du problème de ce tournoi, c'est absolument n'importe quoi. Alors oui, hein, certains trucs sont surprenants, mais c'est pas des bonnes surprises, de 1, et de 2, les résultats ne font aucun sens. Je veux dire, à ce moment-là du show, les quarts de finale sont quasiment déjà tous faits. On a Ted DiBiase contre Don Muraco, et au vu de l'importance des deux, il y a quasiment aucun doute sur le mec qui va passer en demi-finale. On a Randy Savage contre Greg Valentine, il n'y a pas besoin de revenir dessus, on sait déjà pourquoi c'est décevant. André le Géant contre Hulk Hogan, hein, oui, parce que eux, comme c'est les anciens champions, ils ont une place donnée en quart de finale, mais enfin bon, après tout, pourquoi pas, hein, ça permet de les mettre sur l'affiche. Et enfin, le One Man Gang contre le vainqueur du match suivant. Et puis justement, tant qu'on y est, parlons de la suite, parce que pour l'instant, il y a quand même des beaux noms dans les quarts de finale. Alors oui, il y a certains résultats qui sont assez prédictibles, mais pour le coup, puisque le match suivant c'est Jake Roberts contre Rick Rude, peu importe le vainqueur, ça peut donner quelque chose de cool. Oui, je vous le dis tout de suite, non. Hein, voilà, pourquoi faire un truc bien quand on peut faire absolument n'importe quoi, j'ai envie de dire. Bon, déjà, Jake Roberts et Rick Rude, j'ai même pas envie d'en parler, les mecs vont s'affronter pendant 15 minutes dans un match incroyablement lent et très franchement ennuyant, qui se termine évidemment par un match nul par manque de temps, puisque les 8e de finale étaient limités à 15 minutes. Non mais vraiment, quand je vous dis que le match est ennuyant, c'est à ce point-là, il y a quand même des gens dans le public qui baillent, et au bout du 50e collier arrière, t'as quand même des gens qui en ont marre et qui essayent de lancer un chant boring pour forcer les mecs à faire autre chose. Bon, manque de bol, ça ne change absolument rien, hein, et alors que Rick Rude tente un tombé en appui sur les cordes, la cloche sonne au bout du compte de 2 pour signaler un match nul, et donc tout ça ne sert absolument à rien, puisque ni l'un ni l'autre ne va en quart de finale, et écoutez-moi bien, le One Man Gang obtient automatiquement une place en demi. S'il y a bien un mec dans ce tournoi que je m'attendais pas à voir en demi-finale, c'est bien lui, hein, mais bon, soit. Ça n'empêche pas que Rick Rude et Jake Roberts viennent d'avoir un match horriblement lent pour absolument rien, puisqu'ils avaient même pas à s'économiser pour la suite du show, vu que le show s'arrête là pour eux, mais enfin bon, passons. Allez, vous savez quoi, je sais qu'après un match pareil, la plupart d'entre vous sont épuisés, en tout cas c'est mon cas tellement c'était ennuyant, et je pense qu'un bon petit coup de Holly nous ferait tous du bien. Vous le savez maintenant, Holly m'accompagne depuis plusieurs mois sur la chaîne, et ça me fait extrêmement plaisir parce qu'il propose vraiment des produits de bonne qualité. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Holly, c'est une marque de boisson qui propose deux gammes principales, une gamme de thé sans sucre et sans caféine à consommer sans modération avec l'été et les énormes chaleurs qui arrivent, et une marque de boisson énergisante pour se donner un petit coup de boost quand on va au sport ou bien simplement quand on regarde un match absolument ennuyant comme par exemple c'était le cas aujourd'hui. Croyez-moi que leurs boissons énergisantes elles m'aident énormément au quotidien, d'autant qu'elles sont sans sucre, sans taurine, sans colorant ou arôme artificiel, donc franchement ça
ça régale. Mais en plus d'être excellentes, les boissons Oli elles vous permettent en plus de faire des économies parce que le pot de 50 portions vous revient à 39,99, ce qui correspond à seulement 80 centimes la boisson de 500 ml, et en plus avec le lien en description ça peut vous revenir encore moins cher. En utilisant le lien et le code MonsieurHawkin5, vous pouvez obtenir 5 € de réduction sur votre première commande des 15 € d'achat, et en utilisant le code MonsieurHawkin, vous obtenez 10% de réduction sur l'intégralité de vos commandes. Oli propose en plus des packs découvertes, que ce soit pour leur gamme de thé ou pour leur gamme de boissons énergisantes, ce qui vous permet de tester les goûts avant d'acheter un pot entier. Mais si je peux vous conseiller mes favoris, du côté des boissons énergisantes ça bouge pas, hein, ça reste toujours le Strawberry Shark et le Raspberry Raptor, et du côté des thés, le Raspberry Vanille et le Pêche Nectarine sont excellents, donc je vous les conseille aussi. Méfiez-vous d'ailleurs parce que le Raptor part généralement assez vite, et moi je pense que je vais m'en refaire un stock parce qu'on est encore loin d'en avoir fini avec ce show. Je remercie Oli de m'accompagner sur ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch, ça fait extrêmement plaisir. Donc si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas le lien en description avec les 2 codes promo. Et maintenant, il est l'heure de revenir au show. En tout cas, vous le voyez, hein, jusqu'à présent, WrestleMania 4 c'est un flop complet, et en réalité ce tournoi est à mon sens vraiment pas une bonne idée, d'autant que certains choix sont discutables, et du coup, pour se sortir un petit peu de tout ça et essayer de proposer des matchs de meilleure qualité, la WWF nous propose enfin un match hors de ce tournoi. Oui, alors par contre faut pas rêver, hein, ça reste un 1 contre 1 basique avec aucun enjeu, il n'y a pas de titre, pas de place de challenger ni rien, c'est juste un match hors tournoi, mais à part ça, il a rien de particulier. Alors en soi si, il est quand même particulier historiquement, puisqu'il s'agit du premier match de l'Ultimate Warrior à WrestleMania, qui a débuté un petit peu plus tôt dans l'année, et qui s'est lancé dans une rivalité contre Hercule qui visait à savoir qui était le plus fort. Décidément, Hercule à l'époque, hein, ces rivalités elles tournent toujours autour de la même chose, hein, mais enfin bon bref, passons, les deux hommes s'affrontent à WrestleMania, et sans surprise, c'est pas incroyable. Alors oui, c'est cool de voir le Warrior pour la première fois à WrestleMania, son personnage est déjà abouti et le public le soutient, mais à part ça, au final on se retrouve avec un match de moins de 4 minutes, avec une épreuve de force et un concours de qui frappe le plus fort, et une fin pour le coup ultra bizarre. En gros, Hercule place sa full Nelson sur le Warrior, qui s'appuie sur le coin pour faire chuter son partenaire, et les deux hommes se retrouvent donc avec les épaules au sol pour le compte de 3, mais en réalité pas vraiment. En fait, à la dernière seconde, le Warrior lève l'épaule, mais pas Hercule, et du coup l'arbitre sonne la cloche, et la victoire revient bien à l'Ultimate Warrior. Bon, le principal problème c'est que c'est pas visuel du tout, hein. Déjà sur les images c'est dur à comprendre, alors j'imagine même pas pour les gens sur place. Bref, si la WWE espérait changer un petit peu de registre avec ce match, c'est raté, et franchement pour une première apparition à WrestleMania pour le Warrior, c'est pas très glorieux. Alors bon, en vrai je critique beaucoup, hein, mais le match c'est pas si horrible, c'est pas le pire match de la soirée, puis de toute façon les gens n'avaient pas tant d'attente que ça envers ce match. Non c'est vrai, on peut pas dire ça, les gens pouvaient pas être déçus parce qu'ils attendaient pas ce match avec impatience, alors que malheureusement le match suivant c'est assez différent. Et oui, vous l'aurez compris, on arrive à l'un des matchs les plus attendus de la soirée, les deux anciens champions de la WWF à qui on a offert une place en quart de finale s'affrontent directement en milieu de show, ceux qui ont clôturé le plus grand événement de l'année pour WrestleMania 3 s'affrontent à nouveau, c'est l'heure de André le Géant contre Hulk Hogan pour la dernière fois en 1 contre 1 dans un show télévisé. C'est historique, hein, vous vous rendez compte, c'est le sommet de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire entre deux des plus grosses stars, enfin bon ça ne peut que être bien et ça va largement relever le niveau du show. Eh ben non. Bon bien sûr c'est mieux que beaucoup des matchs qu'on a vus jusqu'à présent, en grande partie parce que Hogan est encore ovationné et le public est toujours à fond quand celui-ci fait son entrée, mais malheureusement ça va pas être si incroyable que ça. Pourtant le match commence fort et assez rapidement, et même André le Géant a l'air plutôt en forme au début, et on a des rappels de leur affrontement à WrestleMania 3, en plus des nombreuses interventions de Virgil et DiBiase, mais attendez parce que c'est pas fini. André va se fatiguer rapidement et du coup le match ne va pas être bien long, mais encore une fois c'est pas si grave, de toute façon ils font un petit peu ce qu'ils veulent, et puis la construction c'est toujours la même, hein. C'est le géant immobile mais puissant contre la force de Hogan qui le surprend et gagne le match, et justement Hogan fait son Hulk Up et se prépare à soulever le géant, mais soudain DiBiase débarque avec une chaise. Bon, Hogan va s'en charger évidemment, hein. DiBiase n'est pas une menace et du coup il lui prend la chaise, mais au lieu de la balancer dehors comme n'importe quel gentil le ferait, il décide de l'exploser sur le dos de André le Géant. Bon, alors là on peut se demander pourquoi, hein. Ça peut se justifier par le fait que la rivalité entre les deux est intense, hein. Mais attendez parce que c'est pas fini. L'arbitre lui reprend la chaise pour l'engueuler et on imagine le disqualifier, mais André prend la chaise à l'arbitre et frappe Hogan à son tour, et enfin la cloche sonne. Bon, j'imagine qu'on est tous d'accord à ce moment-là, André le Géant vient de remporter le match par disqualification, y a aucun doute. Et franchement c'est cool, hein. On va avoir André contre son associé et limite patron en demi-finale, et ça va être intéressant de voir comment les deux vont se comporter. Ouais, eh ben non, oubliez tout ça, parce qu'en fait ça n'a mais alors aucun sens. Hogan continue à se battre après le match, il fait fuir DiBiase et Virgil, et alors qu'il revient sur le ring, on a une conversation lunaire entre les deux commentateurs. Jesse Ventura dit que peut-être le match va continuer et qu'on va avoir un vainqueur, mais Gorilla Monsoon l'arrête tout de suite et lui dit que non, la cloche a sonné, hein, donc c'est fini. Puis il aurait d'ailleurs pu rajouter pauvre con, hein, parce que oui, la cloche a sonné, donc évidemment c'est terminé, ça fait 2 minutes maintenant. Hein. Mais bon, attendez, c'est pas tout, hein, parce que sans qu'il y ait d'annonce officielle faite par qui que ce soit, Monsoon nous annonce que c'est officiel, il y a eu une double disqualification. Bon là je ne comprends rien, et d'ailleurs je pense qu'il y a rien à comprendre, hein, parce que soit l'arbitre il lag et il voit les choses en décalé, soit je sais pas, parce que Hogan a clairement frappé André en premier, alors je sais pas pourquoi
pourquoi c'est une double disqualification. Enfin bon, de toute façon, je ne cherche plus à comprendre, déjà le match est l'un des moins bons de la rivalité entre Hogan et André, mais en plus ce finish est une catastrophe et il sert juste à sortir les deux hommes du tournoi, ce qui en soi est pas déconnant, hein, pourquoi pas, mais au moins faites l'effort de le faire correctement. Enfin bon, ce quart de finale était une catastrophe, on va pouvoir passer au suivant pour enfin se rapprocher de la fin du tournoi. D'autant que là on a un match important entre DiBiase et Muraco, puisque les commentateurs nous confirment qu'au vu du résultat du match précédent, le vainqueur va directement en finale. Alors je sais que Muraco est un catcheur crédible, hein, sinon il serait pas là en quart de finale de ce tournoi avec une chance d'aller en finale, mais soyons honnêtes 5 minutes, je pense que personne dans la salle ne s'attendait à ce qu'il gagne. Et pourtant ils font tout pour essayer de nous faire croire que c'est possible, hein, parce que DiBiase est contraint de venir seul au ring sans André ni Virgil, et le $1 million Man va donc subir en début de match, mais après un contre assez impressionnant, il revient dans l'affrontement. DiBiase va donc dominer pendant un moment, et le petit retour de Muraco à la fin ne lui servira pas à grand chose, puisqu'après un genre de 360 guillotine sur la troisième corde, DiBiase bat Don Muraco complètement clean. Et pour le coup ça fait vraiment plaisir, parce que autant je m'attendais totalement à voir DiBiase gagner, autant je pensais pas du tout qu'il allait gagner clean, et ça fait du bien au vu des finishes désastreux qu'on a eu tout au long de la soirée. Et justement, puisque le One Man Gang a eu son passe droit pour la demi-finale grâce à la catastrophe entre Rude et Roberts, il va être temps de savoir qui sera son adversaire, puisqu'il est l'heure du match entre Greg Valentine et Randy Savage. Et franchement, autant je vais pas m'en plaindre parce que le match n'est pas horrible, mais le fait de savoir qu'on aurait pu avoir une revanche entre Steamboat et Savage, ça me déçoit encore. Pour le coup, c'est quand même cool de voir Savage se faire dominer en début de match puis revenir sous les applaudissements de la foule, et justement, puisqu'on parle du public, même si là ils font un petit peu de bruit en voyant Savage revenir dans le match et encore plus lorsque celui-ci grimpe sur la troisième corde, on sent quand même qu'ils en ont un peu marre et pourtant ça ne fait que 2 heures que le show a commencé. Et pour le coup, c'est ça qui est bizarre avec WrestleMania 4, on a l'impression que tout est hyper long et même si c'est pas nécessairement le cas pour ce match, je pense que le fait que le public commence à fatiguer va grandement pénaliser la fin du show. Mais finalement, alors que Valentine tente de placer un figure 4 leg lock, le Macho Man le surprend avec un roll-up et obtient ainsi sa place pour la demi-finale pour le plus grand plaisir du public. Mais bon, si comme je l'ai dit, le public commence à s'ennuyer, la WWF envoie le match suivant et je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen pour les relancer dans la soirée. Le Honky Tonk Man, qui est à l'époque dans son règne historique de champion intercontinental qui durera un total de 450 jours, défend son titre contre Brutus Beefcake, et vous vous en doutez, si le règne est aussi long, ça sent mauvais pour Brutus. Et puis justement, il n'y a pas que ça qui sent mauvais parce qu'on va être honnête, ce match est nul. Voilà, il se passe n'importe quoi et le pire c'est que malgré ça, le public est plus dedans que pour le match précédent, hein, ce qui est plutôt triste. Et puis comme si ça suffisait pas, Jimmy Hart va exploser l'arbitre avec son mégaphone pour avoir encore un finish à la con parce qu'il en manquait dans ce WrestleMania, et après avoir rien trouvé de mieux à faire que de couper les cheveux de Jimmy Hart, Beefcake est déclaré vainqueur par disqualification. Et franchement c'est dommage parce que WrestleMania 4 sur le papier ça pourrait être cool, et si ce match n'avait pas été pour un titre, qu'il avait duré la moitié de son temps et qu'il n'avait été basé que sur la comédie, ça aurait fait une pause plutôt sympa dans le show. Mais le problème c'est que là, comme le show en lui-même c'est déjà une gigantesque pause jusqu'au main event, bah ça rend la chose juste nulle. Bref, quand même petit point positif avant de passer à la suite et au match suivant, on a cette interview mémorable de André le Géant dans laquelle il étrangle Bob Uecker, et je tenais à en parler parce que c'est l'un des rares points positifs de ce show. Non mais c'est vrai, et c'est dommage à dire parce que même le match suivant entre les Highlanders et Inan contre les Bulldogs et Koko B. Ware, il est décevant alors qu'on connaît déjà le talent des Bulldogs et que leurs adversaires ne sont pas en reste non plus. Alors attention, hein, parce que comparé au match précédent, c'est loin d'être mauvais, on a quand même de belles séquences et du joli catch de la part des Bulldogs, mais le problème c'est toujours le même, après le show qu'on est en train de vivre, c'est impossible de profiter même des bons matchs et des bonnes séquences, et je suis sûr que si j'avais regardé ce match tout seul sans voir le reste du show, je l'aurais bien plus apprécié. La bonne nouvelle c'est que surprise, le match ne finit pas en disqualification, puisqu'après une bagarre générale, les Highlanders utilisent le corps inerte de Inan pour l'écraser sur Koko B. Ware, permettant à leur équipe de remporter le match. Bon, on passera sur le fait qu'on est à cette époque où la WWF croit que c'est une bonne idée d'amener des animaux au ring, hein, avec Matilda, le chien du British Bulldog, et cette scène absolument lunaire à la fin du match, et on va donc pouvoir passer à la demi-finale. On accueille donc Randy Macho Man Savage pour la 3e fois de la soirée, et celui-là je vous en fais cadeau, hein, parce que vous vous en doutez, Savage n'a pas surpassé tous ses adversaires pour échouer en demi-finale contre le One Man Gang, et donc dans un classique match buffle contre Underdog, Macho Man surpasse le monstre et gagne le match. Bon bah c'est nickel ça, on a les deux noms pour la finale, c'est parfait, on peut passer à la suite, c'est cool. Ah oui, bon j'ai pas dit comment il gagnait le... Non mais on s'en fout de savoir comment il gagnait le match, c'est pas grave. Oh, tuez-moi par pitié. Oui, encore une putain de disqualification. Bon, sur WrestleMania, y a pas à dire, c'est un raté complet et j'ai hâte de pouvoir vous en faire le bilan. On arrive donc à l'avant-dernier match de la soirée qui est placé à un endroit un peu compliqué mais qui malgré ça va réussir le miracle de relever un tout petit peu le niveau. Les Demolition font face à l'équipe de Tito Santana et Rick Martel, les Strike Force qui sont champions par équipe et justement les ceintures sont en jeu. Franchement, on a un match plutôt cool avec les Demolition qui sont à leur début et qui font un très bon travail par équipe en empêchant Santana de faire rentrer son partenaire pendant un bon moment, et si le hot tag de Martel
Martel fait exploser la foule quand il arrive enfin, ce n'est pas suffisant, puisque les Demolition profitent de l'aide de la canne de Mr. Fuji et de la distraction de ce dernier pour envoyer un énorme coup dans le crâne de Rick Martel pour la victoire. Les Demolition quittent donc WrestleMania 4 avec les titres par équipe pour se lancer dans leur tout premier règne qui pour le coup va être extrêmement long et historique. Et puisqu'on parle de trucs extrêmement longs, on va enfin pouvoir parler de la fin de ce show avec le main event. À quoi? Vous attendiez à quoi? Ouais non, en fait je veux pas savoir. Bref, on arrive à la fin du tournoi organisé tout au long de la soirée et Randy Macho Man Savage a une opportunité d'une vie puisqu'il a un match en main event de WrestleMania pour le titre de la WWF contre Ted DiBiase accompagné par André le Géant. Pour le coup, c'est assez étonnant de voir que le public est encore dedans après la longue soirée qu'ils ont eue, et si André et DiBiase avaient atteint leur objectif en sortant Hogan du tournoi avec la disqualification, ils n'étaient pas au bout de leur peine puisque maintenant le $1 Million Man devait battre le Macho Man. Évidemment, André va intervenir discrètement à plusieurs reprises et le public n'attend que l'arrivée de Hogan pour aider Savage, à tel point que dès les premières interventions du géant, ils commencent déjà tous à regarder vers l'entrée. Mais bon, à part ça dans le ring, on a un match vraiment classique, Savage revient après une domination de DiBiase, mais il est encore une fois arrêté par André le Géant, et finalement, le Macho Man n'en peut plus, il va s'adresser à Miss Elizabeth qui se dirige vers les vestiaires. Cette petite pause permet à DiBiase de revenir dans le match, mais le moment que tous les fans attendaient est enfin là. Elizabeth revient des vestiaires avec Hulk Hogan et le Huckster vient se placer aux abords du ring sous l'ovation des fans. Randy Savage revient et tente sa descente du coude qui est esquivée par DiBiase, mais grâce à l'aide de Hogan qui frappe le $1 Million Man avec une chaise dans le dos de l'arbitre, Randy Savage revient une dernière fois et réussit cette fois-ci à grimper au sommet de la 3e corde sous une énorme ovation, plaçant enfin sa légendaire descente du coude, érivant les épaules de DiBiase au sol pour le compte de 3. Et ça y est, on a enfin un nouveau champion de la WWF et non des moindres. 3 ans après ses débuts et après avoir gravi les échelons année après année, comme on a pu le voir dans ses reviews de WrestleMania, Randy Savage est enfin champion du monde pour le plus grand plaisir des fans et franchement ça fait du bien. C'est donc après 4 heures de show que se termine WrestleMania 4, un événement assez décevant bien qu'intéressant sur le papier et historique avec la victoire de Savage en main event. Pour le coup, à part la rivalité entre Hogan et André, les autres matchs du tournoi n'ont évidemment pas de réelles histoires puisqu'ils ne sont là que pour mener à la finale, et je pense que l'absence d'histoire dans la plupart des matchs est aussi un élément qui contribue à rendre ce show moins intéressant. Si on ajoute à ça les disqualifications et les finishes bizarres dans la plupart des matchs de la soirée, on se rend bien compte que WrestleMania 4 n'était pas à la hauteur des attentes et c'est un show plutôt décevant. L'idée d'organiser un tournoi dans la même soirée était peut-être intéressante sur le papier, mais elle mène finalement à un show trop long et décevant, et la WWE ne reprendra plus jamais ce concept pour les WrestleMania suivants que j'ai hâte de retracer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, n'oubliez pas aussi de vous régaler avec les boissons au lit avec mon lien en description, et tant que vous y êtes à laisser un commentaire, vous pouvez aussi me dire quel est votre goût préféré. Vous pouvez aussi me rejoindre sur tous mes autres liens qui sont en description, et j'en profite pour remercier une dernière fois Oli pour leur confiance sur YouTube et sur Twitch, et d'ici là je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.